Bonjour Patrick, Végétosphère. Aujourd'hui, le gazon, le décor est planté, gazon en été, sécheresse. Comment s'occuper, comment privilégier les économies d'eau, comment faire pour bien s'occuper de sa pelouse en été. Et c'est pas une mince affaire. Shall we begin? Eh bien, nous y voilà, la pelouse 2018, 2019, 2020. Ce sont des années qui nous parlent. En tout cas, pour les jardiniers, on se souvient parfaitement, comme en milieu agricole, de sécheresse passagère. Différentes régions y passent. Le Doubs était complètement à sec en 2018. Le centre de la France a vraiment pâti de grosses sécheresses. Les prairies rouges, enfin, tout était brûlé. Et pour tous ceux et toutes celles qui pensent que le réchauffement climatique c'est pas une actualité pour les jardiniers, ils peuvent repasser. On est dedans et 2020 semblerait, vu la pluviométrie, vu les recharges des nappes phréatiques cet hiver, un peu mieux que 2018 ou 2019, mais pour autant c'est pas suffisant. Ça va coincer au niveau de l'eau. Donc ici et maintenant, on va essayer de vous parler des petits trucs, des astuces pour faire en sorte que votre gazon ne trinque pas de trop, parce que c'est bien le problème. Dans le jardin, dans le potager, on arrive à limiter, on a des paillages, on a des techniques, on a des trucs, on fait des arrosages très ponctuels au goutte à goutte. Mais dans la pelouse, c'est autre chose. Et figurez-vous que pour la pelouse, il y aura des interdictions d'arrosage. Eh oui, les préfets vont pouvoir le dire à un moment donné, et ça arrive régulièrement dans différentes régions de France. Ne pas pouvoir remplir sa piscine, c'est un décret préfectoral qui arrive, mais ne pas arroser sa pelouse, c'est un autre décret qui tombera tôt ou tard dans différentes régions de France. Et le réchauffement climatique se faisant, ça risque d'arriver de plus en plus souvent. Donc nous, là, on va essayer de vous donner des trucs. Premièrement, le semis, la création, le regarnissage. Ce sont des choses qu'il faut faire à un moment bien particulier. Alors, le regarnissage, c'est le bouche-trou. Hein. On a la pelouse qui est abîmée, on a mis une piscine, ou tout simplement il a souffert l'été, et on veut reboucher les trous. Ça, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 époques dans l'année pour le faire. C'est septembre, octobre, novembre, quand les précipitations et ou les rosées redeviennent très importantes, que le semis va être optimal. C'est valable aussi pour la création, parce que la rosée sera aussi d'actualité, elle revient très fort en septembre-octobre, et semer un gazon en octobre, c'est pas une hérésie, au contraire, la terre est chaude, elle a été chauffée pendant tout l'été, donc c'est du bonheur, ça lève en 3-4 jours, alors que quand on le fait au printemps, la levée c'est 15-21 jours, donc c'est complètement différent. Les semis, les créations, c'est l'automne. Et en plus, si on a souffert de l'été et du manque d'eau, en automne et en hiver, normalement les précipitations sont là et les levées vont se faire normalement, tranquillement, sans stress hydrique. Donc un gazon qui sera nickel. Le gazon ne craint pas le froid, craint la chaleur et la sécheresse. Donc l'hiver n'est pas un problème quand on sème son gazon avant l'hiver. Alors, ça c'était pour les semis, les créations, soigner son gazon, le régénérer un petit peu. La deuxième chose, c'est l'eau et l'arrosage. Vous allez me dire, moi je sème mon gazon au printemps. Pourtant, je viens de vous dire que c'était pas le meilleur moment, hein, mais bon, on va faire comme ça. Et donc, l'écueil, la période délicate, c'est l'été, avec le manque d'eau. Même dans un été normal où on ne parle pas de sécheresse, c'est le manque d'eau qui coince. Donc, on est obligé d'arroser. Et quand on arrose beaucoup une pelouse pour la faire lever vite, eh bien, c'est une erreur. Eh oui, je botte en touche tous ceux qui pensent le contraire, c'est une grave erreur. Parce que plus vous l'arrosez, et moins vous invitez la racine de ce gazon à descendre profondément. Et ça coince. Un gazon, c'est capable de descendre à 25, 30, 35 cm. C'est-à-dire qu'il occupe toute la terre végétale, la terre arable, la bonne terre. Et quand on l'arrose tout le temps, alors évidemment, c'est le bonheur. En 4 jours, il est levé, il est vert. Et puis je vous explique pas, il y a encore un truc que vous risquez de commettre comme erreur. Mais en tout cas, l'arroser régulièrement, c'est pas la meilleure des solutions. Vaut mieux qu'ils mettent un certain temps pour lever, voire presque naturellement, et là vous aurez quelque chose d'autonome, de résistant aux futures sécheresses ou tout simplement au manque d'eau passager. Hein. On ne parle pas forcément toujours de sécheresse, et j'espère que ça n'arrivera pas, parce que la planète sera en grave danger. La deuxième chose que je voulais aborder, c'est la densité de gazon. Moi j'entends souvent le voisin, le tonton, il dit écoute, hein, tu prends 3 kilos, hein, tu les mets sur 40 mètres carrés. Mon Dieu. Le gazon, c'est un mélange savant avec une destination. Un gazon anglais, un gazon sport, un gazon ombre. Eh bien, c'est un mélange de différentes graminées. Et grosso modo, on est à 30-35 grammes au mètre carré. Donc si vous mettez 100 grammes au mètre carré, là, il y a un problème. Il y a des graminées qui vont sortir de terre et d'autres qui ne viendront jamais. Et grosso modo, retenez bien ceci, les caractéristiques techniques du gazon que vous avez acheté, si vous doublez la dose au mètre carré, c'est nul. Vous n'aurez pas du tout le gazon qui résiste à la sécheresse ou à l'ombre,
quand vous avez mis 100 grammes au lieu d'en mettre 30. Et autrement dit, je vous dis de faire, c'est une économie hein, quand je vous dis ça. C'est pas anodin. Donc il faut essayer de respecter les 30-35 grammes au mètre carré en faisant des semis croisés. Mais là, on n'est pas là vraiment pour parler de ça, mais c'est important pour aussi permettre à la résistance dans le temps et à la sécheresse. Si c'est trop serré, ça peut pas résister. Il y a une pompe à eau là au centimètre carré qui peut pas faire que dans un terrain normal ça puisse résister. Donc c'est pas possible. C'est pour ça d'ailleurs que quand on serre très fort, au bout de 6 mois, 1 an, on dit le gazon c'était de la cochonnerie. C'est pas un bon gazon, je me suis fait avoir. Ben non, c'est vous qui avez commis l'erreur. C'est 30-35 grammes au mètre carré, 40 grammes parfois pour certains mélanges. Alors la troisième chose qu'on doit aborder, c'est l'arrosage. L'arrosage, et en particulier l'arrosage, alors on a parlé d'arrosage au semis, on vous a dit pas trop souvent, ça donne de la résistance dans le temps. L'arrosage enterré, ou l'arrosage au sprinkler. Alors l'arrosage enterré, c'est un investissement, c'est quelque chose qui est pas mal, faut le reconnaître. Il est vraiment pas mal quand on arrose la nuit. Et gare à tous ceux qui arrosent le jour, parce que ça c'est une erreur manifeste, hein. Il y a 30-40% de l'arrosage, de l'eau qui s'évapore. C'est une hérésie, tout simplement. On gâche. On arrose la nuit, on fait des programmes bien adaptés pour tous ceux et toutes celles qui ont investi dans cet arrosage enterré, qui va leur permettre d'avoir un gazon vert quasiment toute l'année, jusqu'au moment où le préfet vous dira qu'il est interdit d'arroser votre pelouse. Et gare à vous parce que les PV vont tomber. Ça c'est sûr et certain. Donc l'arrosage enterré, franchement, c'est une bonne solution. Eh bien, l'arrosage enterré c'est dit, maintenant il y a les arrosages, petits oiseaux qui chantent, hein. C'est encore l'été et ça chante. Hein. Les arrosages sprinkler et rotatifs, oscillants, pardon. Ce sont des arrosages, alors j'en ai fait l'expérience une année, j'ai voulu arroser à la fin de l'été et j'ai eu une facture d'eau phénoménale. C'est une hérésie d'arroser avec ces systèmes-là. Pour moi, hein, parce que c'est extrêmement gourmand, on dépense beaucoup d'eau, vaut mieux encore mettre plusieurs centaines d'euros avant et avoir un arrosage enterré, modéré, programmé que les oscillants ou les rotatifs. Pour moi, vous perdez de l'eau. C'est totalement, c'est pas que ce soit inefficace, mais la facture va être très élevée. Ensuite, la fertilisation, les engrais, les soins du gazon. Dire, si vous suivez mon raisonnement, on ne devrait plus apporter à manger parce que l'engrais potentiellement ça va brûler le gazon. On est dans une évolution du climat clairement, donc faut pas fertiliser. Mais si, par contre, il faut fertiliser mieux, il faut fertiliser intelligemment, il faut fertiliser avec des moments bien propices. Autrement dit, quand je dis fertiliser, les fertilisations d'automne, qui sont très peu pratiquées, mais qui sont vraiment la garantie d'un gazon qui démarre bien au printemps, sont les plus indiquées. Ce sont des engrais, alors ça c'est un engrais organominéral, c'est un produit qui agit très lentement et qui est plutôt riche en potasse qu'en azote. Normalement on met de l'azote sur un gazon. Eh bien ça vous permet de régénérer votre gazon, de le verdir, et il va passer un hiver en douceur, il va profiter au maximum des précipitations, espérons qu'il y en aura pour 2020-2021, et donc on a un gazon qui démarre mieux. Et c'est pertinent de le faire en automne. Très peu pratiqué, mais hyper efficace. Ensuite, pour le printemps ou l'été, alors l'été on arrête d'apporter de l'engrais. Il y a 20 ans on pouvait encore le faire, on le conseillait d'ailleurs. Ben là c'est fini, il fait trop chaud, on brûle tout, donc c'est pas la peine d'accentuer cet effet. Mais on privilégie des engrais biologiques ou organominéraux, qui sont des engrais adaptés avec des effets doux et des effets de brûlure nuancés. Vous respectez bien les doses et il n'y a pas de risque. Maximum, alors ça dépend des régions de France, mais selon la pluviométrie, on va apporter des engrais jusqu'à fin mars, mi-avril, pour avoir une efficacité optimale de ces engrais. Et c'est judicieux de le faire, d'autant plus qu'on va rentrer dans des périodes de sécheresse normalement après. J'espère toujours que non, mais c'est ce qui risque d'arriver. Pour terminer, la machine est à côté de moi, la tonte. Et là, c'est le nerf de la guerre pour faire en sorte que sa pelouse souffre le moins possible. On a vu les 3 premières étapes et c'est très important parce que si vous tondez très court, si vous tondez le gazon à 3 cm parce que c'est votre truc, vous voulez que votre pelouse soit la plus chouette, et effectivement une pelouse à 3-4 cm, c'est le bonheur, il n'y a quasiment pas de mauvaises herbes, c'est le green dans le terrain de golf, quoi.
Sauf que vous n'êtes pas dans un terrain de golf et que les étés à 30, 35 voire plus et le manque d'eau, eh ben, ça coince énormément. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est qu'il faut changer de fusil d'épaule. Au lieu de tondre à 3-4 cm, vous allez tondre à 7 ou 8 cm. Ah ben c'est trop! C'est ce que vous allez dire. Ben non. 8 cm, c'est la garantie que votre pelouse, déjà, va résister beaucoup mieux. Vous n'allez pas mettre à la chaleur, à la sécheresse, à l'intensité de ce soleil, des parties qui sont normalement plus près du sol. Donc elles ne vont pas jaunir, elles ne vont pas sécher trop vite. Par contre, un brin d'herbe de 8 cm, c'est la garantie que même à 35 degrés tous les jours, votre brin d'herbe va capturer de la rosée tous les matins. Ça semble rien, cette rosée, mais ça va lui permettre de rester en vie. Ça ne l'empêchera pas de jaunir, ça c'est sûr. Mais vous aurez un gazon qui va pouvoir reverdir en septembre ou en octobre parce qu'il aura résisté, il est rentré en résistance tout l'été, hein, et à 8 cm, c'est son cas. Donc en dessous de 8 cm, à 3, 4, c'est une catastrophe de toute façon. Vous retournez dans les jardineries chercher du gazon au mois de septembre en disant que vous avez un gazon affreux, mort, parce que ou à cause de ces tontes répétitives trop rases. Donc il faut vraiment retenir ceci. Alors il y a un phénomène important parce que nous sommes tous des gens pressés, avec une vie à 200 à l'heure. Donc aujourd'hui il y a une machine qui fait son apparition, j'en ai pas hein, personnellement, et je me suis intéressé au problème, ce sont les tondeuses robots. Je me suis intéressé très près au problème, je suis allé voir les différentes marques du marché force est de constater que les tondeuses robots, si elles sont faites pour vous rendre service, eh bien, allez, je mets un coup de pied dans la fourmilière. C'est aujourd'hui une hérésie, à moins d'avoir raté un modèle. Je vous l'ai dit, hein, on tond à 8 cm et normalement toutes ces machines tondent entre 6, 5, 4, 3 cm. Donc à proscrire. Ou alors vous êtes dans une région de France, peut-être la Bretagne, et encore, la Bretagne commence à souffrir du manque d'eau, mais c'est guère possible. Tondre à 4 cm avec un robot qui le fait automatiquement tous les jours, vous pouvez être sûr que c'est du gazon à fumer hein, que vous avez. C'est pas viable. Votre gazon ne peut pas tenir. Donc les tondeuses robots, à moins qu'ils sortent des modèles qui tondent au-delà de 8 cm, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, je les vois pas ces modèles. Si vous en voyez, faites-moi signe. Envoyez-nous un petit commentaire et on pourra regarder ça de plus près. Voilà pour les tondeuses robots, c'était le dernier sujet à aborder. Donc ce que je peux vous dire maintenant, c'est un petit pouce bleu sur notre chaîne. Abonnez-vous à Végétosphère, il suffit de cliquer en bas à droite. Et on vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Il y a les orchidées, le Lagerstromia, il y a un albizia dont on va parler très prochainement. Voilà, je vous salue et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Shall we begin?